À Prague, du 20 au 27 novembre 1952, le secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque, Rudolf Slansky, accompagné de très hauts dirigeants du régime, s'accusait d'un complot contre l'État tchécoslovaque. Il récitait ici une partition dictée par les agents de Staline. Parmi ces 14 hommes, 11 étaient juifs, dans un procès où l'antisémitisme, sous couvert d'antisionisme, apparaît comme un facteur déterminant. Ce furent donc 11 hommes qui furent exécutés en décembre 1952. 3 ont échappé à la peine capitale. Ruth Zilberman a retrouvé leurs enfants dans un remarquable documentaire, Le procès, Prague 1952, diffusé sur Arte le 6 décembre et disponible sur la plateforme Arte TV. Ruth Zilberman, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'ont été les procès de Prague ? Alors les procès de Prague, ils ne sont pas sans rappeler évidemment les grands procès soviétiques des années 1930, dont on se souvient dans les années 1936-1937, qui mettaient en cause les plus hauts dignitaires du régime. Sauf que là, évidemment, ils interviennent dans une démocratie populaire, en l'occurrence la Tchécoslovaquie. Il faut se dire aussi évidemment qu'ils interviennent au moment vraiment un pic de guerre froide, à un moment aussi où, je vous le rappelle, Tito avait rompu avec l'Union soviétique. Donc il s'agissait aussi de ramener à la raison les démocraties populaires et de leur rappeler qui était le maître à bord. Donc en Hongrie, il y a par exemple le fameux procès contre Laszlo Rajk. Et ça arrive en Tchécoslovaquie. Et ça intervient aussi évidemment à un moment où, alors que depuis 1948, le Parti communiste tchécoslovaque a pris le pouvoir à Prague, eh bien, les ratés du socialisme réel sont nombreux, et notamment en matière économique. Et donc, il faut trouver des boucs émissaires à la colère, évidemment, souterraine de la population. Donc, il y a eu, dès 1948, des procès à Prague, notamment contre les sociodémocrates. Il y a un procès très connu qui a également été filmé, d'ailleurs, contre une femme, enfin, contre beaucoup de monde, mais dont le procès s'appelle Milada Horakova, puisque du nom de cette femme politique résistante, d'ailleurs, social-démocrate. Mais là, pour la première fois, il s'agit de s'attaquer à des cadres du Parti communiste, des cadres qui sont donc... Il y a un niveau de responsabilité assez différent. Ça va de Rudolf Slansky, qui est le premier secrétaire du Parti communiste tchécoslovaque, qui est vraiment un ami intime de Klement Gottwald, avec qui il a passé la guerre à Moscou, jusqu'à Rudolf Margolius, qui est beaucoup moins important et qui était, par exemple, vice-ministre du commerce extérieur. Donc ça arrive vraiment à un moment où il faut marquer l'emprise du Kremlin, l'emprise de l'Union soviétique sur les démocraties populaires, où il faut faire front uni contre les impérialistes, contre les capitalistes, et à un moment aussi où il faut bien le dire, évidemment, avoir des boucs émissaires juifs est tout à fait commode. Il faut se souvenir que c'est pratiquement concomitant du procès des blouses blanches en Union soviétique. Mais au cours du printemps 1951, alors qu'en apparence la vie du premier secrétaire demeure inchangée, dans le secret des cellules et des salles d'interrogatoire, c'est un autre scénario qui commence à s'écrire sous la dictée des conseillers soviétiques. Le juif Slansky et d'autres nationalistes bourgeois sionistes seraient à la tête d'un complot tentaculaire. Gottwald est d'abord réticent à laisser compromettre son bras droit, mais au fil des mois, sa résistance faiblit. S'opposer à Staline, c'est se mettre soi-même en danger. Le soir du 23 novembre 1951, avec mon mari Rudolf Slansky, nous avions été invités à une réception chez le Premier ministre. Il donnait un dîner pour un groupe de conseillers économiques soviétiques. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'au moment de notre départ, il appela immédiatement le commandant de la sécurité d'État, lui assurant que nous étions en chemin. En arrivant à la maison, nous entrâmes dans le jardin. Il était plongé dans l'obscurité. Nous entrâmes dans le hall. Pas de lumière non plus. J'avais à peine fait 3 pas que la lumière jaillit et le piétinement de bottes se fit entendre. Des hommes sortirent de l'obscurité, les mitraillettes en joue. Rudolf se tenait droit, les yeux emplis de surprise. « Messieurs, qu'est-ce que cela veut dire ?» Il répétait « Jésus Maria, Jésus Maria ».
Une multitude d'hommes armés surgit et l'un d'entre eux passa les menottes à Rouda. Je regardais mon mari. Je ne devais le revoir qu'une seule fois. Que signifie l'accusation de sionisme, d'être agent sioniste, donc en 1952, dans un pays de l'Est, du bloc soviétique? Alors, ce n'est pas n'importe quel pays de l'Est, justement, parce que, comme vous le savez probablement, la Tchécoslovaquie a été... L'Union soviétique a soutenu quand même la création de l'État d'Israël, et la Tchécoslovaquie a été très instrumentale dans ce soutien. Notamment, il y a eu des livraisons d'armes à la jeune armée, d'indépendance juive, en fait, en 1948. Qui a été un moment décisif durant la guerre d'indépendance. Et évidemment, tout ça avait une raison, c'est-à-dire que l'Union soviétique espérait qu'Israël, et on pouvait peut-être l'espérer, puisqu'il y avait quand même un certain nombre de gens qui étaient de gauche, quand même, à l'époque, en Israël. Oui, qui sont restés d'ailleurs pendant longtemps. En tout cas, que Israël... Mais on peut être de gauche sans être affilié au bloc soviétique. Absolument. Et donc, voilà, que Israël, en fait, tomberait dans l'escarcelle soviétique, enfin, dans la zone d'influence soviétique, et ça, en gros, 1952, ça correspond au moment où l'Union soviétique comprend qu'Israël va être vraiment dans l'orbite occidentale et que donc il vaut mieux se tourner en termes d'alliance vers les pays arabes. Donc il y a vraiment un contexte géopolitique très particulier qui explique évidemment cette accusation de sionisme, et donc alors que par exemple Slansky n'était pas du tout, n'était très vaguement lié finalement à cette opération de livraison d'armes à la Tchécoslovaquie. Mais il y a par exemple parmi les accusés, parce qu'il y a eu beaucoup de procès satellites autour de ce grand procès, Eduard Goldstucker, éminent spécialiste de Kafka, mais qui était aussi à l'époque ambassadeur de la Tchécoslovaquie communiste en Israël, et qui donc évidemment a été aussi un des accusés dans un des procès satellites du procès Slansky. Donc il y a évidemment cette dimension géopolitique et très historique. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a le bon vieil antisémitisme, c'est-à-dire que le pays est quand même assez mécontent, même si les mécontentements sont relativement silencieux dans une société dictatoriale. Mais les Juifs sont comme toujours un très très bon bouc émissaire. Et en fait, le parti ouvre une sorte de boîte de Pandore une boîte par laquelle il va être lui-même complètement dépassé. Parce que quand on regarde un petit peu les archives, on est frappé par ce qui remonte en fait, par exemple, des réunions locales, de sections communistes locales, où évidemment il y a beaucoup de juifs qui sont attaqués. Slansky, son identité juive est constamment mise en lumière. Donc il y a vraiment quelque chose d'un antisémitisme local qui est exploité, qui est instrumentalisé et par lequel parfois le parti va lui-même être dépassé. Cet antisémitisme, sous couvert d'antisionisme, est à mettre en lien au complot des blouses blanches, pseudo-complot des blouses blanches en Union soviétique, et puis globalement à ce qu'est déjà la politique antisémitique de Staline dans son pays. Bien sûr, bien sûr. Non, il y a un vrai écho entre ce qui se passe en Union soviétique et puis il y a tout simplement des éléments locaux, même si on doit quand même dire que la Tchécoslovaquie, en matière d'antisémitisme, est quand même c'est moins manifeste que dans d'autres pays voisins, absolument, on va dire. Mais voilà, il y a une vraie, on n'est pourtant que quelques années après la guerre, mais c'est vrai que moi, quand je lisais certaines, tout simplement compte rendu de réunions de sections locales du Parti communiste, j'ai été effarée par la manière dont Slansky est tout de suite vilipendé en tant que juif. Ce qui fait évidemment un petit peu mal dans un parti censé être à la fois internationaliste et un vecteur d'émancipation. Et je veux juste citer un très bel auteur tchécoslovaque qui est maintenant traduit en français, qui s'appelle Ota Pavel, et qui, dans certains de ses livres, justement montre la rupture aussi qu'a pu incarner 1952 pour les juifs tchécoslovaques, dont certains avaient évidemment été membres du Parti communiste. Donc 1952 a vraiment marqué une nouvelle rupture pour les juifs et le Parti communiste tchécoslovaque. À l'été 52, tous ont apposé leur signature au bas d'aveu fictif. Tous ont accepté de témoigner faussement les uns contre les autres.
Désormais, c'est hors du secret des cellules que Slansky, Margolius, London et les autres vont devoir jouer un rôle, public celui-ci. Ce rôle, ils l'apprennent par cœur, à la virgule près, selon le script préétabli par les grands inquisiteurs, Gottwald et Staline. Že jsem jako nepřítel komunistické strany a lidově demokratického zřízení formoval protistátní spiklenecké centrum a stál jemu po řadu let v čele. Toto naše centrum, v něm jsem soustředil mnoho různých kapitalistických a buržoázně nacionalistických živlů, z nichž mnozí se v různých dobách stali agenty imperialistických rozvědek, francouzské, anglické a především americké. Chacun des acteurs a répété son texte depuis des semaines. Ces répétitions sont enregistrées. Si jamais il leur venait à l'idée de changer une réplique, c'est cette bande qui serait diffusée. Společně postupovali. En cas de trou de mémoire, les procureurs qui ont le script sous les yeux font office de souffleurs. Jak to bylo při volbě Beneše prezident? Podobně jsem také La pièce fait la une des journaux. Les seuls à tout en ignorer sont la femme et les enfants de Rudolf Slansky, coupés du monde en résidence surveillée. Tak přejdeme nyní k další otázce. Vy jste se také zmínil v souhrnné úvodní své výpovědi o tom, že jste prosazoval na důležitá místa a na důležité funkce sionisty. Tak jak to vlastně bylo v této otázce sionistické? Řekl jsem, že jsem také spolupracoval se sionisty, protože sionisté prováděli nepřátelskou činnost, která směřovala k likvidaci lidově demokratického režimu v Československu. Sur les 14 accusés de ce procès, 3 échappent à la peine de mort. Il y en a, et parmi ces 3 rescapés, entre guillemets, ou ces 3 chanceux, privilégiés, il y en a un dont vous retrouvez les enfants, c'est celui que le grand public connaît le mieux, puis il s'agit d'Arthur London, donc connu du grand public grâce au film de Costa Gavras, L'aveu, avec Yves Montand et Simone Signoret, et vous retrouvez également les enfants de 2 autres accusés, eux exécutés, à savoir Rudolf Slansky et Rudolf Margolius. Ils ne sont pas dans les mêmes pays et ils ne parlent pas les mêmes langues. Ça raconte quand même l'histoire d'une diaspora. Bien sûr, c'est-à-dire que Ivan Margolius est parti donc en Angleterre à l'âge de 20 ans parce qu'il avait compris qu'il serait à jamais marqué du sceau d'une lettre écarlate en tant que fils de Rudolf Margolius. Donc il a dû partir à l'âge de 21 ans, il est parti en Angleterre et n'a pas pu retourner évidemment en Tchécoslovaquie jusqu'à 1989. Quant aux enfants de London, ils étaient évidemment quand même liés à la France, donc c'est dans ce contexte aussi qu'ils sont revenus. Françoise London est revenue plus tôt et puis ses 2 frères plus tard. Mais il faut dire quand même que les enfants London ont vécu longtemps en Tchécoslovaquie, ils parlent d'ailleurs parfaitement le tchèque, mais eux aussi évidemment à partir du moment où ils sont revenus en France, n'ont pas pu revenir en Tchécoslovaquie, en République tchèque avant 1989. Donc oui, mais c'est vrai que je trouvais tout à fait intéressant qu'il y ait cette histoire d'exil, cette histoire de diaspora, et qui évidemment qui trouvait son creuset dans ce même lieu, dans cette même salle du tribunal de Pancrate. Je trouvais ça très très fort, et aussi de montrer aussi qu'il y avait un côté un petit peu international, parce que aussi ce qu'il faut dire, c'est que dans ce procès, les gens qui ont été accusés, en plus d'être juifs, mais pas tous, par exemple, il y avait Klementis, qui était le ministre des Affaires étrangères tchécoslovaque, ce sont des gens qui avaient fréquenté l'étranger, soit en étant dans les brigades internationales comme London, soit en ayant juste passé la guerre à Londres, c'est-à-dire comme opposants au nazisme auprès du gouvernement tchèque en exil.
Donc il y a toujours évidemment ce rapport avec l'extérieur qui là est complètement stigmatisé au moment du procès. Et comment vivent-ils avec leur histoire? Parce que c'est à la fois parce que c'est une histoire on ne peut plus contrainte. C'est non seulement des parents qui sont dégradés, c'est leur propre statut social à eux qui est effacé, et puis c'est leur rapport à leur pays d'origine qui devient impossible. Ben, c'est très compliqué parce qu'ils ont tous en fait des histoires un tout petit peu différentes. En fait, d'abord pour ce qui concerne Marta Slanska et Ivan Margolius, je veux dire, il y a quand même la souffrance d'avoir perdu leur père, tout simplement. Et dans cette mise en scène, dans cette brutalité, dans cette cruauté, parce que quand je vous disais que les familles ont aussi énormément souffert de ce procès, c'est que quand on regarde, malheureusement, je ne peux pas l'évoquer trop dans le film où je le fais de façon un petit peu parcimonieuse, mais la cruauté perpétuelle qu'il y a par rapport aux familles, je ne vous parle pas de ceux qui ont été séparés de leurs parents, qui ont été mis dans des maisons où ils étaient maltraités, mais de toute façon, en gros, les femmes on leur enlevait tout moyen de subsister, ils étaient interdits d'habiter à Prague, ils vivaient dans des conditions absolument horribles, et surtout dans une solitude extrême, on ne pouvait pas les fréquenter. Donc, je veux dire, et cruauté encore, parce que, par exemple, enfin, juste pour vous dire un exemple, Józefa Slanska, la femme de Rudolf Slanski, qui a elle-même été arrêtée, a été tenue dans l'ignorance du procès et du fait que son mari avait été condamné à mort. Juste la veille, par exemple, du procès, on lui dit « vous pouvez aller voir votre mari », donc on la met dans cette pièce avec son mari, mais elle ignore qu'il va mourir le lendemain. Et lui ne le lui dit pas parce qu'il a interdiction de le lui dire. Donc même les derniers adieux, si vous voulez, ne sont pas autorisés. Quant aux dernières lettres, par exemple, des accusés qui sont très bouleversantes, et je fais lire notamment la dernière lettre de Rudolf Margolius, elles n'ont été restituées aux familles que 15, que 20 ans plus tard, y compris leurs effets personnels. Donc je veux dire, ce qu'elles ont vécu, ces familles, dans le temps, dans les années 50, dans les années 60, est absolument terrible. Par ailleurs, il y a aussi l'ambiguïté des choses, l'ambivalence, parce que, et ça c'est surtout manifeste par exemple pour Marta Slanska, son père a une responsabilité devant l'histoire. Il a été un des acteurs de la mise en place de la dictature communiste et de ce qui allait avec à partir de 1948. Donc, en un sens, il est à la fois coupable et victime. Et donc, penser les deux choses ensemble, c'est quelque chose qui n'est évidemment pas facile, et qui n'est pas facile pour moi non plus d'ailleurs. Mais on peut l'imaginer que pour un enfant, et pour un descendant, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et c'est pour ça que, par exemple, le chemin de Marta Slanska, que je tente aussi de restituer dans le film, est pour moi aussi impressionnant. Puisqu'elle dit, évidemment, à la fin du film, qu'elle a conscience de la responsabilité historique de son père, et qu'en même temps, elle ne peut pas se détacher de lui. Et penser ces deux choses à la fois, même quand on n'est pas de la famille, c'est-à-dire quand on est comme moi extérieur, mais penser ces deux choses à la fois, c'est-à-dire, parce qu'en gros, le langage commun en Tchécoslovaquie, ou en République tchèque aujourd'hui, c'est de dire, ils étaient peut-être pas coupables de ce dont ils les accusaient, mais enfin, quand même, ils ont un petit peu mérité ce qui leur arrivait. Et de dire, mais non, de dénoncer finalement ce procès et de dire, mais non, ce sont des responsabilités qui sont différentes. Il aurait peut-être, s'il avait survécu, dû avoir un procès après la chute du mur, c'est peut-être, oui, peut-être, mais de ça, il n'était pas coupable, et de ça, c'est terrible. De tenir ce discours-là, ces deux fils à la fois, c'est quelque chose qui est difficile. Et c'est pour ça aussi que je pensais que le film était important. C'est-à-dire aussi en termes de trajectoire. Ce n'est qu'en 1956, après le 20e congrès du Parti soviétique où Khrouchtchev prononce son fameux rapport sur les crimes de Staline, que les prisonniers politiques, parmi lesquels Arthur London, commencent à être libérés. Pourtant, malgré le dégel apparent, le stigmate qui entoure les familles n'a pas disparu. Ils ont commencé à libérer les prisonniers politiques et pour eux, la première chose à faire, c'était d'aller voir ma mère. Ils lui racontaient ce qu'ils avaient vécu, les tortures, les aveux, les procès. Du coup, j'ai entendu raconter toutes les histoires de torture et ça m'a complètement bouleversée.
Ma mère aussi. Elle voyait les agents de la STB nous épier partout. Elle avait probablement raison d'ailleurs. Mais elle pensait carrément qu'ils voulaient la tuer. Donc à chaque fois qu'elle sortait, elle nous disait qu'elle avait été suivie et elle avait peur d'être victime d'un accident. Tout ça m'a traumatisée. J'avais peur d'aller à l'école. Je vivais avec cette sensation d'être différente, d'être stigmatisée pour un crime dont j'ignorais l'origine exacte. Un peu comme chez Kafka. Je le sentais en moi. Il y a quelque chose que j'aimerais savoir, mais que je ne saurais jamais. Les dernières paroles de papa avant l'exécution ont été « J'ai eu ce que j'ai mérité ». Est-ce qu'il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il était la victime de ce qu'il avait déchaîné, de ce à quoi il avait participé, que ce qui s'était passé était la conséquence logique des procès criminels qu'il avait lui-même initiés? Alors j'aimerais savoir si c'était une prise de conscience de sa part. Si oui, je pense que ce qu'il a dit était juste. Je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'il s'était rendu compte de ce qu'il avait déclenché et dont il était devenu une victime. Il a peut-être réalisé qu'il avait commis des choses qui seraient condamnées par l'histoire. Pour moi, c'est une affaire émotionnelle. C'était mon papa, je l'aimais. Il est arrivé ce qu'il est arrivé. Je ne veux pas le juger, c'est aux historiens de le faire. Par contre, je suis consciente de son implication. Là, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas? Et alors, justement, aujourd'hui, nous parlons d'événements qui se sont déroulés il y a 70 ans. Le communisme, on va dire le communisme soviétique est derrière nous. Que nous apprennent ces procès, en fait, aujourd'hui? Ils nous apprennent plusieurs choses, à mon avis. D'abord, et c'est aussi pour ça que c'était tellement important pour moi d'aller voir les familles, et c'est quelque chose aussi que j'ai ressenti en compulsant toutes les archives, parce qu'en plus des archives filmées, évidemment, j'ai été voir un petit peu les archives papier qui sont... Enfin, si vous voulez, cette pièce ne contiendrait pas tous les dossiers, enfin toute cette sorte de mécanique de la surveillance, cette mécanique de la répression qui est minutieusement documentée, qui est minutieusement tenue à jour et qui est très impressionnante. Ce dont on se rend compte, évidemment, c'est qu'il ne s'agit pas simplement que la question de l'altération entre la vérité et du mensonge, elle ne concerne pas simplement le champ politique et social. Déjà, quand elle le concerne, c'est déjà suffisamment grave, mais que inéluctablement, c'est tous les liens les plus élémentaires de la société et de l'intimité qui sont mis en cause. Bon, j'en veux pour preuve, évidemment, je ne le cite pas dans le film, mais par exemple, il y a le fils d'un des accusés qui écrit à Gottwald pour demander la mise à mort de son père et qui dit « Je veux que mon père soit tenu informé de cette lettre ». C'est-à-dire que tout ce qui fait finalement les ressources de notre pauvre humanité, à savoir les liens amoureux, les liens familiaux, les liens amicaux, c'est quelque chose qui est complètement mis à mal, qui est complètement détruit par ça. Et donc, évidemment que l'école plus contemporain, c'est ce qu'on fait avec la vérité et le mensonge, et qu'aujourd'hui, même s'il ne s'agit pas d'une dictature, je ne parle même pas de la Russie et de la Chine, mais même dans nos démocraties libérales, je veux dire que on assiste quand même à des altérations perpétuelles, à des jeux entre la vérité et le mensonge. Donc évidemment que ça, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences sur la vie politique, sur la vie sociale. Mais ce que je veux dire, c'est que les conséquences sont énormes. Donc ça, déjà, je pense que c'est un écho extrêmement contemporain, et de se dire que finalement, une société peut être complètement retournée. C'est-à-dire que on peut se dire, oui, les fake news ou l'altération de la vérité restent à la marge. On se dit, mais évidemment, le bon sens va prévaloir, mais le bon sens ou le rapport élémentaire à la vérité, il est extrêmement fragile. Alors là, évidemment, on est complètement dans des circonstances complètement extrêmes, c'est-à-dire des circonstances faites de torture, faites de... mais enfin bon, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Russie et en Chine, hein. C'est sous nos yeux tous les jours. Absolument. Donc voilà, je pense qu'il y a
énormément d'échos, et c'est ces échos que j'ai tenté de travailler, parce que j'ai peur, tout simplement. Et parce que je pense que c'est bon d'avoir peur et de se dire qu'on n'est pas bulletproof. On n'est pas bulletproof, même s'il n'y a plus des procès staliniens dans nos sociétés, on n'est pas bulletproof. Et que la question du conformisme, la question de la peur, la question de la propagande aussi, eh bien, c'est des questions qui nous concernent tout à fait quotidiennement. Ruth Zilberman, merci beaucoup. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur Académie. Arthur London doit comparaître le 3e jour. La veille, il se confie à son codétenu, qui écrit immédiatement un rapport. Il s'est assis sur le lit et a tenu sa tête entre les mains pendant un moment. Après, il a dit « c'est horrible ». Il y avait des caméramans, des photographes, tout était illuminé par les projecteurs. Il a dit que demain ce sera son tour, qu'il n'arrive pas encore à bien manier son texte et qu'il a peur d'être incapable de le répéter exactement devant le juge. Il pense sans cesse à son cas, puisque quand je lui ai demandé où il avait laissé son peigne qu'il avait amené le matin avec lui, il a répondu « personne n'est coupable ». Il m'a dit que 11 des 14 accusés sont juifs et que quand il a entendu ça, il s'est mis à suer. Il dit que même quand il a été déporté au camp de concentration, il n'avait pas aussi peur que ce qu'il vit maintenant. Obvinený London, povedzte, čo vás priviedlo na cestu aktívnej nepriateľskej činnosti proti Ľudovo-demokratickej republike v Československu? Byl jsem vychován v buržoázním prostředí, které bylo cizí pracujícímu lidu. Proto jsem nikdy nemohl hájit pracující masy a řídil se vždy buržoázním úsilím zajistit si osobní kariéru a blahobyt. Přiznávám svoji vinu v tom, že jsem byl aktivním účastníkem protistátního pikleneckého špionážního centra, které vytvořil a řídil Rudolf Slánský. Y croyait-il tous ces gens pour lesquels étaient déployés de si grands efforts de propagande? Y croyait-il aux aveux invraisemblables, aux complots spectaculaires? Sous le choc du témoignage de son mari, Lise London, la communiste de toujours, écrit au président Gottwald. Après l'arrestation de mon mari, avec les éléments que je possédais sur sa vie, son activité, je pensais qu'il avait été victime de traîtres cherchant à dissimuler leur activité criminelle. Hélas, depuis la lecture de l'acte d'accusation, mes espoirs se sont effondrés. Mon mari a été non pas une victime, mais un traître à son parti. Auprès de moi et des miens, tous communistes de longue date, un traître a pu vivre à notre insu. J'ai eu la douleur d'informer les 2 aînés de la réalité, et je me joins aux honnêtes gens du pays pour réclamer un juste châtiment contre les traîtres que vous jugez.